Mesdames et messieurs, bon matin. Malgré tous ces flocons de neige envahissants, bon matin, merci, mille merci d'être avec nous ce matin à la 17e édition de la Journée en droit social et du travail. Alors, si ça peut consoler les moins jeunes d'entre nous, je me souviens d'avoir été présente à la première journée en droit social et du travail, et je suis certaine que c'est aussi vrai pour certains d'entre vous dans la salle. Le thème de cette journée concerne le droit à la retraite décente, et je n'ai pas l'intention de faire un long laïus sur la pertinence ou la complexité du sujet. Nous avons glissé dans la pochette un petit blurb de quelques pages qui tente de saisir la question. Je vous propose toutefois que le mot-clé de la journée soit le mot « décence », le droit à la retraite décente. Cette année, nous avons choisi de ne pas publier les actes de la 17e édition de la Journée en droit social et du travail parce que nous avons plutôt opté pour l'approche inclusive. Alors, d'une part, we are absolutely pleased to welcome our friends from Ontario, Joanne Hanna, Unifor Toronto, and Mark from QP Ottawa. Et d'autre part, un bonjour des plus chaleureux à nos amis de l'Organisation internationale du travail à Genève, à qui nous céderons la parole dans quelques minutes. Nous sommes très conscients de ce vendredi après-midi à Genève. C'est l'heure de l'apéro, ou presque, et nous vous remercions de votre générosité. Mais pour des raisons linguistiques et technologiques, nous privilégierons la diffusion en ligne des débats et présentations de cette journée plutôt que la production d'un ouvrage. Parlant d'ouvrage, nous aurions aimé, ô combien nous aurions aimé, tenir dans nos mains ce matin le livre des actes de la 16e édition de la Journée en droit social et du travail. Mais la vie des éditeurs et des auteurs étant ce qu'elle est, ça sera disponible dans quelques semaines. N'ayez crainte, ceux d'entre vous qui étaient inscrits l'an dernier, vous recevrez cet ouvrage. Il existe. J'ai vu les épreuves sur mon serment d'office. Ce sera disponible dans quelques semaines, mais nous nous excusons de, comme ils disent sur les lignes aériennes, nous nous excusons de ce léger contretemps. Merci. Les remerciements sont toujours nombreux pour mener à la tenue d'une journée comme celle-ci. On a donc glissé dans la pochette toute une liste de remerciements. 2 ou 3 personnes que j'ajoute à la liste. Mes collègues Dalia Gesualdi-Fecteau, qui m'a tenu la main et m'a donné des grandes tapes dans le dos toute l'année, même si elle était en congé de maternité. Ma collègue Stéphanie Bernstein, qui a gentiment accepté d'assumer le rôle d'ambassadrice et d'aller chercher nos amis à l'hôtel ce matin. Et un mystérieux personnage dont la patience est inépuisable. Et je tiens personnellement à remercier Michel Lisée, que j'ai assis dans mon bureau l'été dernier, qui m'a donné des heures et des heures et des heures de cours privés, à l'issue desquels j'ai décidé que oui, c'était un beau thème et on allait donc tenir cette 17e édition sur le thème du droit à la retraite décente. Merci, Michel. Ceux d'entre vous qui êtes inscrits au crédit de formation du Barreau du Québec, vous savez que nous sommes un petit peu contraints à un rôle de police. J'espère que vous avez trouvé votre nom sur la liste ce matin auprès de Mme Hélin, que vous avez signé et que vous n'oublierez pas de resigner à la pause de cet après-midi. Le dîner est libre. Soyez modestes, le temps nous est compté et bien sûr, on espère que
vos multiples responsabilités vous permettront de rester parmi nous pour le cocktail de clôture qui est prévu vers 16h30. J'inviterai tous les présidents et présidentes de séance, en commençant par moi-même, à faire preuve d'une grande rigueur dans la gestion du temps, parce que c'est une journée chargée. C'est un thème, j'aime pas utiliser le mot complexe, mais reconnaissons que c'est un petit peu complexe. Et nous espérons donc pouvoir tenir le temps au fil de cette journée. Merci infiniment d'être avec nous. Et maintenant, je me tourne vers ma technicienne. J'aimerais savoir si je peux officiellement souhaiter la bienvenue à nos collègues de la direction de la protection sociale à l'Organisation internationale du travail à Genève. Oui, bonjour. Bonjour Genève, bonjour l'Organisation internationale du travail. Merci infiniment en ce vendredi après-midi d'être avec nous. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de la crèche. Vous êtes drôlement généreux et nous vous remercions. Je vais donc introduire nos trois panélistes de Genève et I'll turn the floor to you. Je vais céder la parole à Genève après ces brèves introductions. Alors, nous avons un triumvirat québécois d'origine en tout cas, autour de la table, si j'ai bien compris. D'abord, Madame Anne Drouin, qui est actuaire, fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires, qui travaille au Bureau international du travail depuis 1992, qui dirige le service de financement public des services actuariels et statistiques dans le département de la protection sociale. Bienvenue à cette conférence. Merci, Madame Drouin. Monsieur Picard, excusez-moi, Monsieur Picard, si vous entendez du bruit, c'est les feuilles qui tournent. Monsieur Picard est aussi actuaire et aussi fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. Il a travaillé pendant de nombreuses années, près de 30 ans, corrigez-moi si je me trompe, comme conseiller en régime de retraite au Québec, avant de se joindre en 2014 au Bureau international du travail comme actuaire principal et conseiller technique en chef au service du financement public des services actuariels et des statistiques, toujours du département de la protection sociale. Et en troisième lieu, Maître Emmanuel Saint-Pierre Guilbeault. Bon après-midi. Maître Saint-Pierre Guilbeault est diplômé de l'Université de Montréal et de l'Université de Londres, membre du Barreau du Québec depuis 2004. Maître Saint-Pierre Guilbeault est spécialiste juridique au département de la protection sociale du BIT. Et elle y travaille depuis 2003. Il y a un long paragraphe qui explique les nombreuses coopérations techniques et interinstitutionnelles auxquelles Maître Saint-Pierre Guilbeault a contribué. Je souligne qu'elle est notamment liaison auprès du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations unies, de l'UNICEF, d'UNRIST, l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social, et qu'elle a suivi de très près, je crois que ce n'est pas une exagération, l'élaboration de la recommandation 202 de l'OIT sur les socles minimaux de protection sociale. Alors, Genève, je vous cède la parole. J'interviendrai pour délicatement vous souligner que votre temps est sur le point d'être expiré, et je vous remercie encore de cette participation. Merci beaucoup, Madame Lamarche, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous sommes ici pour... Est-ce que vous nous voyez? Ah oui. Ah d'accord. Nous, on vous a perdu de vue, mais on vous entend toujours. Donc, présentation. Je vais mettre la présentation sur écran. Dites-moi, confirmez-moi quand vous avez reçu notre présentation, quand vous voyez notre présentation. Parfait, très bien, merci. Alors, en premier lieu, j'aimerais excuser Madame Drouin, Madame Anne Drouin, qui est co-auteure de la présentation, qui effectivement devait être avec nous aujourd'hui et qui rentre tout juste d'Addis Abeba en Éthiopie et qui malheureusement n'a pas pu se rendre au bureau pour faire la présentation. Elle est avec nous en cœur et en esprit. Et puis, c'est André Picard qui reprendra le contenu de sa présentation.
Alors, j'essaie de... Voilà. Nous vous parlerons d'abord du cadre juridique international du droit à la sécurité sociale et du droit aux prestations de vieillesse, en vous présentant les instruments des Nations unies qui prévoient ce droit, ainsi que les normes de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui sont les plus pertinentes. En deuxième lieu, on vous présentera les indicateurs de suivi des prestations de vieillesse à l'échelle internationale pour ensuite terminer en insistant sur l'importance d'une bonne divulgation de la situation financière des régimes de pension, vu l'impact potentiel qu'une telle divulgation peut avoir sur le futur de ces régimes. Alors, quand on parle de sécurité sociale, je pense que c'est important d'abord et avant tout de préciser de quoi on parle, parce qu'on parle parfois de sécurité sociale, parfois de protection sociale. À l'Organisation internationale du travail, les deux termes sont utilisés de façon similaire, donc c'est interchangeable. Moi, je préfère parler en tant que juriste de sécurité sociale vu que c'est le droit qui est prévu dans les instruments internationaux de façon plus spécifique et pour parler ici de l'ensemble des dispositifs de prestations en espèces ou en nature qui visent à garantir une protection contre, d'une part, l'absence de revenus tirés du travail ou l'insuffisance de travail, qui peut être imputable à plusieurs facteurs, notamment la maladie, l'invalidité, la maternité, l'accident du travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, dans le cas qui nous intéresse ici aujourd'hui, la vieillesse ou le décès d'un membre de la famille. Quand on parle de sécurité sociale aussi, on parle des dispositifs à l'OIT et des prestations qui visent à garantir une protection contre le manque d'accès ou l'accès inabordable aux soins de santé, l'insuffisance du soutien familial, en particulier quand on parle des enfants et des adultes à charge, personnes handicapées dans certains cas, etc., et ainsi que les mesures, les prestations qui visent à assurer une sécurité, une protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale en général. Quand on parle de régime de sécurité sociale, au sens de l'OIT, on a une perspective très large. On parle de régime contributif comme de régime non contributif. Donc, assurance sociale, assistance sociale, prestations universelles, etc. Tout en fait partie. Dans les instruments principaux, alors le droit à la sécurité sociale est énoncé dans les instruments principaux du droit de la personne des Nations unies, que ce soit en termes généraux ou, si on parle maintenant aujourd'hui du droit des prestations de vieillesse, en termes spécifiques. Quelques exemples. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, prévoit à l'article 22 que toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. À son article 25, paragraphe 1, on spécifie que toute personne a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, etc. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui décline et qui transforme, disons, en obligation contraignante pour les pays qui le ratifient ou qui y adhèrent les droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, stipule à son article 9 que les parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Donc, c'est une définition encore assez large de la sécurité sociale. Le Canada y a adhéré en 1976 et n'a pas dérogé à l'application de cet article. Ensuite, il y a toute une série de conventions spécifiques qui ont été adoptées sous les auspices des Nations unies et qui prévoient des droits pour des groupes de personnes particulières, des groupes spécifiques de personnes ayant des besoins particuliers ou pour traiter plus en détail de certains droits ou de la prohibition de certaines pratiques et qui, elles aussi, énoncent le droit à la sécurité sociale ou à l'absence, enfin, de discrimination dans la pratique, dans l'exercice de ce droit.
Vous avez ici sur cette diapositive les conventions principales, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par le Canada en 1970, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée également par le Canada en 1981, la Convention relative aux droits de l'enfant, 1989, ratifiée par le Canada en 1991, et plus récemment, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Canada en 2010. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller dans ces textes et à trouver les dispositions pertinentes. Elles y figurent. Alors maintenant, qu'est-ce que ce droit? Qu'est-ce que ça veut dire en droit des Nations Unies et en droit international, le droit à la sécurité sociale et aux prestations de vieillesse plus spécifiquement? On a vu qu'il est énoncé. Par contre, on a vu qu'il est décliné, qu'il cherche à couvrir certains risques, qu'il s'applique à certains risques de la vie, à certaines éventualités. Mais qu'est-ce que ce droit contient ou qu'est-ce qu'il a comme corollaire? Alors, c'est le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est l'organe de supervision de l'application du Pacte international sur les mêmes droits, qui est chargé d'examiner les cas pays, de développer, disons, la jurisprudence et la doctrine, et donc de définir le contenu de chacun des droits qui sont au pacte et de donner des orientations pour sa meilleure application. Alors, dans son observation générale sur le droit à la sécurité sociale, alors, le comité définit la sécurité sociale comme l'OIT l'entend. Donc, il y a vraiment une cohérence ici dans les définitions, donc la définition que j'ai donnée au début de la présentation, et spécifie que les pays qui s'engagent à mettre en œuvre ce droit ont l'obligation d'adopter des mesures concrètes et de les revoir en vue d'une réalisation progressive du droit de toute personne à la sécurité sociale au maximum des ressources disponibles en garantissant à chacun au moins au début un exercice minimal de ce droit. En ce qui s'agit évidemment de progresser, c'est ce que la réalisation progressive veut dire, de progresser vers un exercice plus complet de ce droit. L'exercice minimal veut dire en fait qu'on doit avoir au moins une sécurité sociale de base. On n'a pas nécessairement plus d'informations à ce stade, au moment où l'observation générale avait été élaborée, sur le contenu de l'exercice minimal de ce droit, mais je vous montrerai ensuite comment les instruments plus spécifiques de l'Organisation internationale du travail nous donnent des indications plus particulières pour venir donner du contenu à ce concept. Quand on traite dans la jurisprudence et dans la doctrine du Comité des droits sociaux, économiques et culturels, du risque vieillesse, qui, je vous rappelle, doit être couvert par des mesures, des prestations en espèces ou en nature, afin de donner une protection aux personnes âgées. Alors, le comité nous dit que le risque vieillesse doit être couvert par des régimes de sécurité sociale destinés à verser aux personnes âgées des prestations qui sont fixées dans la loi, que l'âge de la retraite devrait être institué tenant compte de la nature de l'emploi et de l'aptitude à travailler, et que dans la limite des ressources disponibles, des prestations de vieillesse et des services sociaux devraient être assurés aux personnes âgées qui ne bénéficient pas de pensions contributives, alors de l'assurance sociale par exemple, ou d'autres prestations non contributives comme l'assistance sociale ou sans autre source de revenus. Alors, il doit y avoir au moins, pour les personnes qui n'ont rien, qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin, l'État doit s'engager à couvrir, à donner un revenu quelconque à ces personnes-là, même si minimal. On traite aussi du principe d'adéquation des prestations.
Et on a ici des commentaires qui sont généraux, mais qui s'appliquent à chacun des risques, et dont le risque vieillesse. Alors, le principe d'adéquation exige que les prestations soient d'un montant adéquat afin d'assurer le droit à un niveau de vie suffisant en respectant les principes de la dignité et de la non-discrimination. Des critères d'adéquation doivent être fixés au niveau national et ceux-ci doivent être réexaminés régulièrement pour garantir aux bénéficiaires des moyens d'acheter les biens et services nécessaires pour l'exercice des droits et de tous les droits qui sont dans le pacte international. On parle aussi plus particulièrement des bénéficiaires qui ont cotisé à un régime contributif, un régime d'assurance sociale, et on énonce que le rapport entre le salaire antérieur, les cotisations et les prestations doivent être raisonnables et qu'il doit avoir une proportion, une juste proportion. Donc, ce sont des principes, mais encore, ces principes sont déjà dégagés et sont examinés. La compatibilité de la loi et de la pratique nationale est examinée par le comité au regard de ces principes. On stipule, et puis ça c'est intéressant aussi dans le contexte actuel où plusieurs pays prennent des mesures d'austérité et de consolidation, on peut dire, le droit à la sécurité sociale en droit international. Et alors, on interdit la prise de mesures délibérément rétrogrades sans avoir effectué un test de proportionnalité, alors en évaluant s'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises sans porter atteinte aux droits acquis ou aux droits en cours d'acquisition. Et il doit aussi avoir des consultations préalables, surtout des bénéficiaires et des personnes concernées dans la prise de décision. Et là, le comité dégage certains critères. Si ça vous intéresse, je vous encourage à les consulter pour justement faire ce test de proportionnalité. Le comité également, parce que bon, on sait pour les juristes, vous savez qu'il doit y avoir une cohérence, qu'il y a une cohérence des instruments en droit international et que, bon, ils se complètent les uns les autres. Alors, le comité spécifie que ce sont les normes de l'Organisation internationale du travail en tant qu'agence spécialisée des Nations unies chargée, ayant le mandat de mettre en œuvre et d'assister les pays dans la mise en œuvre du droit à la protection sociale, qui déclinent et qui définissent ce droit, ainsi que ses composantes, et qui constituent des références essentielles pour guider les pays vers sa mise en œuvre. Ainsi, je vais passer maintenant au droit à la sécurité du revenu et aux prestations de vieillesse dans les normes de l'OIT. L'OIT, comme je l'ai mentionné, a été mandatée depuis sa formation en 1919 pour appuyer les États membres. On a maintenant 186 États membres. Donc, c'est la plus vieille et une des plus grandes organisations internationales du système onusien. Alors, l'OIT est mandatée à appuyer les États membres à étendre la protection de leur population par des mesures de sécurité sociale qui garantissent le droit à la sécurité du revenu et l'accès aux soins de santé pour tous. L'OIT est également assez spécifique comme agence onusienne, d'abord parce que c'est une agence qui a comme mandat d'établir et d'adopter des normes, les normes internationales du travail, qui sont l'instrument principal aidant l'organisation à remplir son mandat. L'OIT est également très unique au niveau international parce que ses États membres doivent être représentés par des représentants gouvernementaux, donc les gouvernements des pays, évidemment, mais aussi les représentants des travailleurs et des employeurs qui doivent faire partie, en fait, qui viennent sous la définition du membre pour chaque pays et qui doivent être consultés et qui ont une voix dans la prise de décision. Alors, on dit que c'est une organisation tripartite. Par conséquent, les instruments qui sont adoptés par l'organisation, on dit qu'ils ont un caractère universel,
parce que, d'abord, ils sont adoptés par l'ensemble des mandants de l'organisation. Donc, ils ne sont pas adoptés par nous ici au bureau à Genève, à notre étage, parce qu'on pense qu'il faut avoir une norme quelconque ou un traité sur un tel thème et qu'on fait des consultations. Non, non, non. Ce sont d'abord les mandants de l'OIT qui identifient à travers des consultations et plusieurs processus institutionnels le besoin pour une norme d'être élaborée. Ensuite, ce sont eux qui en définissent le contenu ainsi que les niveaux, le niveau de protection qui va être mis dans la norme. Les mandants définissent également le type de norme qui est le plus approprié. Est-ce que ce sera une convention, qui est un traité international ouvert à ratification et qui crée des obligations contraignantes pour les États qui l'ont ratifié, ou est-ce que ce sera une recommandation qui n'a pas force obligatoire, mais qui sert d'orientation générale et qui souvent peut avoir un impact dans certains cas qui est aussi important que celui d'une convention. Tant les conventions que les recommandations sont sujettes font l'objet d'un mécanisme de suivi par les organes de contrôle de l'OIT. Et donc, on mesure par différents moyens, et des moyens évidemment qui sont plus forts pour les conventions, je dirais plus forts et plus réguliers. On mesure leur application dans les États membres et on essaie de donner une assistance aux États membres pour améliorer cette application. Alors, on dit, ils ont un caractère universel, ils sont faits, ces instruments, les normes sont faites pour être appliquées dans tous les pays, peu importe leur niveau de développement, le niveau de revenu, mais ce sont aussi des instruments qui sont flexibles et qui doivent, justement pour pouvoir être appliqués partout dans le monde, tenir compte des spécificités nationales, traditions et coutumes juridiques, niveau de développement économique et social, capacité, ressources financières, et ainsi de suite, stratégie nationale, etc. Depuis sa formation, depuis sa création, l'OIT a adopté un très grand nombre de normes touchant au droit à la sécurité sociale, même que les premières conventions ont été adoptées. C'est une des premières conventions en 1919 sur la protection de la maternité, c'est la convention numéro 3 qui a été adoptée. Et puis, depuis alors le début jusqu'à 2012, on a eu un développement normatif continu. Par contre, certaines normes sont considérées maintenant à jour. Parmi les 8 conventions qui sont à jour, on en a 4 qui concernent la sécurité du revenu pour les personnes âgées et les prestations de vieillesse. D'abord, la Convention 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale, qui est la Convention mère, qui couvre toutes les branches traditionnelles de la sécurité sociale, donc tous les risques, les éventualités de la vie, et qui prévoit qu'il y a une approche systémique à la protection, à la sécurité sociale, qui prévoit, on ira plus en détail, mais une couverture par le biais de différents moyens, etc. Ensuite, il y a la convention, les 2 conventions sur les droits des travailleurs migrants à la sécurité sociale, la 118 sur l'égalité de traitement et la 157 sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, droits en cours d'acquisition et droits acquis, portabilité, etc. Et c'est très pertinent parce que les prestations à long terme, donc les pensions de vieillesse, sont couvertes par ces instruments. Et ensuite, on a la Convention 128 qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, qui énonce la norme supérieure, alors que la Convention 102 est la norme minimum, la Convention 128 est la norme supérieure. Donc, celle qui était conçue au moment de son adoption pour être appliquée par les pays plus développés. Il y a 4 recommandations. Alors, la recommandation 67 sur la garantie des moyens d'existence. Il y a 3 recommandations qui s'appliquent aux personnes âgées et à leurs droits. La 128 sur les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui accompagne la Convention 128. Et la toute dernière recommandation 202 sur les socles de protection sociale qui énonce les principes généraux
et l'importance de mettre en place des niveaux élémentaires de protection sociale, sécurité du revenu et accès aux soins pour tous, incluant pour les personnes âgées, en priorité. Donc, c'est une norme qui est tout à fait pertinente aujourd'hui. Je vais vous donner plus d'informations sur ces normes. Alors, ces normes sont utilisées dans l'ensemble des pays et des régions, qu'elles soient ratifiées ou non. Ce sont des normes qui sont des références, qui servent non seulement de référence aux activités, de cadre de référence pour les activités du BIT, de l'assistance technique procurée, mais qui sont utilisées comme les pays comme référence pour l'établissement, la réforme, la gouvernance des systèmes de pension de vieillesse, et ainsi de suite. Tous les paramètres des systèmes de sécurité sociale, des systèmes de pension qui sont prévus par les normes de l'OIT doivent être prévus dans la législation nationale. Donc, c'est la première exigence de ces normes. Mais également tous les principes directeurs qui y sont énoncés. Et on va voir, il y en a plusieurs, parce que on envisage à travers les normes la mise en place d'une structure administrative, d'un système de gestion administrative et financière sain, l'établissement de mécanismes de fourniture des prestations, de procédures de plainte et d'appel, etc. Et donc, c'est une approche qui est très systémique. Donc, au-delà des paramètres techniques des régimes et des régimes de pension dans le cas qui nous intéresse, les normes prévoient également toutes sortes de principes généraux pour la bonne gouvernance, l'administration, etc., et la fourniture des prestations et l'accès aux prestations qui sont essentielles. Et tout ça doit être dans la loi, mais pas seulement dans la loi, dans la pratique également. Donc, les pays sont tenus de donner effet à la loi qu'ils adoptent. En ce qui s'agit de la sécurité du revenu pour les personnes âgées, les conventions clés sont la 102 et la 128, qui établissent des normes minimales pour la définition des paramètres de ces systèmes. Alors, d'abord, le type de régime, on fait mention du type de régime par lesquels ces pensions peuvent être établies. Donc, c'est très large, régime professionnel et généraux, obligatoires et volontaires, public ou privé, combinaison de ces régimes, etc., dans l'objectif de procurer la meilleure protection au plus grand nombre de personnes, en tenant compte des circonstances nationales et des besoins. Alors, il y a quand même une latitude assez large au pays. Les régimes contributifs comme l'assurance sociale et non contributifs financés par les impôts ou des taxes, universels, conditionnels sous condition de ressources, par exemple, ou encore une combinaison de ces différents types de régimes peuvent donner lieu à une application conforme avec les exigences de ces conventions. Les conventions établissent également des normes minimums au niveau des personnes, du pourcentage de la population, du pourcentage des travailleurs qui doivent être couverts pour leur application. On parle aussi également du niveau et de la périodicité des prestations, la durée de ces prestations et évidemment les conditions d'attribution. En ce qui concerne la pension de vieillesse, à quel âge est-ce qu'on pourrait avoir droit à une pension? Quelle est la période contributive ou la période de résidence minimum pour ouvrir le droit à la prestation? Et quelles sont les causes de suspension de cette prestation? La recommandation 202, elle, fournit des orientations pour la mise en place de prestations qui garantissent une sécurité élémentaire de revenus à toutes les personnes âgées, qui permettent l'accès aux biens et aux services nécessaires. Et on parle là de socle de protection sociale. Et c'est l'orientation principale de la recommandation 202 demande à ce qu'en priorité, on mette en place cette dimension horizontale, ce socle de protection sociale pour permettre à toute la population de jouir de cette sécurité du revenu via différents moyens. Encore une fois, il y a une latitude au niveau des mécanismes, des types de prestations qui peuvent être délivrés, mais il est important que ce niveau élémentaire de revenu soit bien défini en consultation avec les personnes concernées et notamment les bénéficiaires, avec un financement durable,
prévisibles, prévus dans la loi comme droit, avant même de penser à mettre en place des niveaux plus élevés. Et c'est un peu disons, c'est comme ça que se traduit cette réalisation progressive dans la recommandation 202. Une fois qu'on a sécurisé cet accès, cette sécurité élémentaire de toute la population, on peut aussi rapidement que possible penser à étendre et à aller au-delà en établissant des systèmes complets qui procurent des niveaux plus élevés de sécurité sociale au plus grand nombre de personnes possible. Alors, ici, ça sera très difficile à voir à l'écran, mais vous aurez nos présentations si vous ne les avez pas déjà sous la main. Ici, c'est un tableau qui est en anglais et je m'en excuse, le temps m'a pas permis de le traduire, qui résume un peu, qui présente disons, une image assez complète des paramètres principaux qui sont couverts dans les normes dont je viens de vous parler et qui comparent un peu les exigences pour chacune des normes. Je vais aller tout de suite au niveau des prestations parce que quand on parle du droit à une retraite décente, évidemment, le niveau des prestations est en cause. Alors, les conventions 102 et 128 exigent, alors la 102 exige un taux de remplacement après une période contributive de 30 ans qui correspondent au moins à 40% du salaire de référence. Le salaire de référence doit être le salaire. Alors, la Convention nous donne plusieurs façons de l'identifier, mais en gros et en résumé, le salaire de référence doit être le salaire de la personne la plus représentative, protégée par le régime en question ou par le système. OK? Et il y a plusieurs façons de calculer, dépendamment du pays et puis de la structure du marché du travail, le niveau des salaires, etc. Mais en gros, la protection est garantie parce qu'on permet également qu'un plafond sur le salaire pris en compte soit fixé. Et la Convention, comme par principe, protège les gens, disons, les plus représentatifs couverts par le système et les gens qui gagnent en dessous. Donc, ces personnes doivent être assurées de recevoir au moins 40% de leurs gains antérieurs ou du salaire de référence. Je vous donne un exemple. Disons dans un pays où la protection serait assurée par des régimes contributifs où le taux de remplacement est fixé par rapport aux gains antérieurs des personnes protégées, un des indicateurs qui permet d'établir le salaire de ce bénéficiaire type est de prendre la moyenne du salaire de toutes les personnes protégées et de faire 125% de cette moyenne. Et le 125% correspondrait au salaire de notre bénéficiaire type. Donc, toutes les personnes ayant cotisé un minimum de 30 ans, disons 30 ans, et gagnant 125% du salaire moyen de toutes les personnes protégées, et toutes celles qui gagnent en dessous devraient recevoir au moins 40% de leur propre gain antérieur à la retraite ou à l'âge de la pension. Pour ce qui en est de la Convention 128, le taux de remplacement doit être de 45% et la recommandation 131 qui accompagne la recommandation 128 exige 55% du salaire de référence. OK? Un principe important aussi, c'est que les pensions en paiement doivent être revues et ajustées régulièrement suivant des changements importants dans le niveau général des salaires et dans le niveau des coûts, dans les coûts de la vie, pour permettre le pouvoir d'achat, pour que ces personnes-là conservent leur pouvoir d'achat dans la retraite. Alors, quant à la recommandation 202, donc ce socle de protection sociale,
Le critère, alors pour définir le niveau des prestations et leur caractère, disons, adéquat, alors on demande à ce que la sécurité élémentaire de revenus devrait permettre de vivre dignement. Donc, ce sont des critères qui sont qualitatifs, alors qu'on a vu que pour les conventions 102 et 128, on était plutôt dans le quantitatif. Les niveaux minimaux de revenus définis à l'échelle nationale peuvent correspondre à la valeur monétaire d'un ensemble de biens et services nécessaires, aux seuils nationaux de pauvreté, à des seuils de revenus définis pour l'octroi de l'assistance sociale ou à d'autres seuils comparables qui sont établis par la législation et la pratique nationale et peuvent tenir compte des différences régionales. Donc, on fournit ici un ensemble d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour définir quel devrait être ce niveau élémentaire de revenus. Je vais passer sur cette diapositive, je pense que j'ai bien expliqué. Avant de passer la parole à André, je pense que c'est important aussi, je vous ai parlé des paramètres et des normes minimums qui sont dans les conventions et recommandations de l'OIT en ce qui concerne les paramètres d'un régime. Mais au-delà, il y a aussi les principes et les objectifs communs qui sont formulés, qui doivent sous-tendre le système de sécurité sociale. Alors, d'abord, la garantie de prestations définies dans la loi. La participation des personnes protégées, des personnes couvertes dans leur administration. La responsabilité générale de l'État pour le paiement des prestations dues, mais aussi pour la bonne administration des institutions et des services et la bonne gestion financière. Donc, par exemple, et c'est spécifié dans les conventions, par des études et des calculs actuariels périodiques concernant l'équilibre financier et au moins, préalablement, au moins à toute modification paramétrique ou dans le financement d'un régime. Les principes aussi sur la base de laquelle ces conventions ont été élaborées sont le financement collectif des régimes de sécurité sociale, la redistribution, l'ajustement des pensions en cours de paiement, et également les garanties qui doivent exister pour les bénéficiaires en cas de refus de la prestation ou de contestation, donc le droit de former appel ou de déposer une plainte et l'égalité de traitement entre nationaux et non nationaux, sous réserve de la définition de résident que l'État adoptera. La recommandation 202 ajoute des principes qui complètent, mais qui étaient aussi dans l'esprit des autres conventions. Rapidement, l'universalité de la protection fondée sur la solidarité sociale, la réalisation progressive, l'inclusion sociale, le caractère adéquat et prévisible des prestations, la non-discrimination, je passe un peu, le respect des droits et de la dignité des personnes qui sont couvertes par les garanties de sécurité sociale, la participation tripartite, donc avec les employeurs, les travailleurs, mais aussi impliquant des consultations avec les représentants des bénéficiaires s'ils ne sont pas syndiqués ou représentés par des syndicats. Une considération de diverses méthodes et de différentes approches, de mécanismes de financement, de systèmes de fourniture des prestations dans l'objectif d'avoir la fourniture la plus efficace et efficiente de prestations. La solidarité, l'équilibre entre la responsabilité et les intérêts de ceux qui financent et de ceux qui bénéficient des régimes de sécurité sociale, qui sont souvent les mêmes personnes. La bonne gestion financière saine, responsable, transparente, la pérennité financière, budgétaire et économique dûment tenue de la justice sociale et de l'équité. André, veux-tu embarquer là-dessus? Ben, je vais faire la liaison avec OK. Alors, juste pour terminer, alors vous êtes pour ma partie, en tout cas, alors on a parlé des normes internationales, on a parlé du droit international. Alors, on va maintenant passer aux indicateurs de suivi. Alors, vous savez sans doute que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté par voie de résolution le programme de développement durable à l'horizon 2030. Il y a 17 objectifs, 169 cibles
Un des objectifs est d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc, c'est le suivi, disons, la phase 2 des objectifs de développement du millénaire, n'est-ce pas? Alors, la cible 1.3, spécifiquement, mettre en place des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, afin d'en faire bénéficier les personnes vulnérables. Les indicateurs sont en cours de discussion. L'approche cycle de vie, donc les garanties élémentaires, incluant la sécurité du revenu minimal pour les personnes âgées, font partie, mais les indicateurs spécifiques qui vont permettre de mesurer l'atteinte ou la non-atteinte ou le progrès des pays vers ces objectifs est en discussion. Donc, ce sera une discussion, une conclusion assez importante pour l'agenda global, mondial, que je vous invite à suivre. Merci, Emmanuelle. Donc, rapidement, je vais passer sur quelques indicateurs. Ici, au BIT, on a une base de données sur les programmes de protection sociale ou de sécurité sociale dans plus de 180 pays, ou 178 qu'on indique ici. Des indicateurs de protection sociale, il y en a, par exemple, où est-ce qu'on, pour les personnes âgées, où est-ce qu'on veut, quelle est la proportion des personnes âgées qui reçoivent une pension de vieillesse. Dans la base de données que nous avons au BIT pour 178 pays, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 51,5% de la population mondiale qui reçoivent, des gens âgés qui reçoivent une pension de vieillesse. Et il y a une grande disparité. On va voir un peu plus tard une acétate par pays qui montre l'ensemble des pays, mais les pays à revenus élevés, cette proportion-là tourne autour de 90%, alors que dans les pays en développement, on est à 44%, et dans les pays les moins développés, on en est à 16,8%. Il y a aussi un autre indicateur, c'est quelle est la proportion des revenus des personnes âgées qui proviennent de transferts publics. Par exemple, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, il y a 59% du revenu des personnes de 65 ans et plus qui provient de transferts de régime public de rente, 24% provient des revenus d'emploi et 17% de revenus de capitaux, principalement des régimes privés de retraite. Il y a une variation importante selon les pays. Par exemple, au Canada, les chiffres équivalents, c'est 39% des revenus des personnes de plus de 65 ans qui proviennent de régimes publics de rente, 20% de revenus d'emploi et 42% de revenus de régimes privés de retraite ou de capitaux. Et il y a aussi une grande disparité, c'est les tartes qu'on voit à l'écran, entre les niveaux de revenus. Dans les pays de l'OCDE, ce que les tartes nous indiquent ici, c'est que pour les ménages qui ont les revenus les plus élevés, le plus haut décile, le pourcentage est 34% qui provient de transferts de régime public de rente, 40% de revenus d'emploi, 26% de capitaux, alors que dans le plus bas décile, c'est 87% dans les pays de l'OCDE en moyenne qui proviennent des revenus des gens âgés qui proviennent de transferts de régime public, contre 5% de revenus d'emploi et 8% pour des régimes privés de retraite ou de capitaux. Une autre information intéressante qu'on peut tirer des 178 pays, c'est que dans la grande majorité de ces pays-là, il y a au moins un régime qui fournit une pension de vieillesse. Souvent, c'est avec une combinaison de régimes contributifs et non contributifs. Donc, on en a pour 166 pays sur 178, donc 93%. Dans les 12 autres pays, c'est uniquement un paiement forfaitaire qui est versé au moment de la retraite, ce qui ne rencontre pas ce qu'Emmanuel expliquait tout à l'heure de la prédictabilité des prestations, d'avoir des montants qui sont versés de façon périodique. Cependant, ce qu'on voit aussi dans ce tableau-ci, c'est que dans 77 pays, ce qui représente 43% des pays dans notre base de données, mais ça représente 70% des pays à faible revenu, il n'y a que des régimes contributifs qui couvrent les travailleurs du secteur formel seulement. Et on sait que dans les pays en développement, dans les pays d'Afrique, le secteur formel ne représente qu'un très bas pourcentage, souvent moins de 10% de l'emploi total dans un pays. Dans un nombre égal de pays, 77,
le régime contributif est complémenté par un régime non contributif qui est soit universel ou soit avec un test sur les moyens, un peu comme au Canada où on a le régime de pension du Canada, le régime de rente du Québec, qui est complémenté par la pension de sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Il y a très peu de pays qui n'offrent qu'un régime non contributif, soit 12 pays, dont 9 qui offrent un régime universel et 3 avec un régime non contributif avec un test sur les moyens. Pour revenir à la couverture, ici, on a un graphique qui montre les pays et qui montre le taux de couverture des gens après l'âge de la retraite qui sont couverts, qui reçouvent une rente de pension de vieillesse. Donc, on voit que plus on est au nord, semble-t-il, plus on semble être couvert par une rente de vieillesse, sauf quelques pays qu'on voit au sud. Donc, on voit que par exemple, 25,7 des 180 pays dans notre base de données, dont le taux de couverture, il y a 90 de la population au-dessus de l'âge de retraite qui reçoit une rente de retraite. Un autre indicateur intéressant qu'on voit aussi lorsqu'on regarde, c'est que les régimes publics ont un effet vraiment positif pour réduire la pauvreté chez les personnes âgées. Ici, c'est un graphique qui montre la corrélation entre la proportion des transferts publics dans le revenu des personnes âgées comparativement au taux de pauvreté des personnes âgées. Je vous disais tout à l'heure qu'au Canada, c'est 39 des revenus des personnes âgées qui proviennent de transferts publics. On voit le Canada ici avec un taux de pauvreté qui est en bas de 10 plus situé entre 5 et 10 et on voit qu'il y a une très forte corrélation entre le niveau des transferts publics dans les revenus des personnes âgées et le taux de pauvreté. Une autre question aussi qu'on essaie d'aborder avec les pays membres de l'OIT, c'est est-ce que la protection sociale universelle est abordable dans les pays en développement? Le graphique ici montre le coût d'une couverture universelle de retraite chez les 65 ans et plus au niveau du seuil national de pauvreté en pourcentage du produit intérieur brut. On voit que selon on s'adresse aux pays à faible revenu ou aux pays à moyen revenu, le coût peut être aussi bas que même un demi de 1 ou 1 Dans les pays à plus faible revenu, le coût peut être plus élevé, autour de 2 Et ce qu'on essaie aussi d'avoir comme discussion avec les pays membres, c'est que le financement de la protection sociale, il existe des possibilités d'espace fiscal, même dans les pays les plus pauvres. Il y a différentes façons de pouvoir augmenter la protection sociale dans les pays. Premièrement, en augmentant la couverture d'assurance sociale pour les prestations contributives autofinancées, pour ceux qui ont le moyen de se permettre de cotiser, soit dans le secteur formel. On voit aussi souvent dans les pays en développement que même dans le secteur formel, lorsqu'il y a des régimes contributifs, le taux d'adhésion est quand même assez faible. Il y a encore du travail à faire pour augmenter l'adhésion à ces régimes-là. Dans les régimes non contributifs, ça peut se faire par une réallocation des dépenses publiques, une augmentation des recettes fiscales par des moyens des taxes innovantes, une aide accrue et des transferts du budget central pour soutenir des priorités pour de la capacité durable de l'État, en particulier dans les États fragiles qui nécessitent le démarrage d'institutions de protection sociale. Ça peut être par la lutte aux flux financiers illicites. Ça peut être en puisant dans les réserves fiscales et dans les réserves de taux de change, dans la restructuration de la dette pour permettre d'investir dans la protection sociale qui, on observe que ça rapporte des rendements économiques et fiscaux. Et aussi dans l'adoption d'un cadre macroéconomique plus accommodant en tolérant des fois un peu plus d'inflation ou même en tolérant certains déficits budgétaires. Ce qu'on a observé aussi dans nos bases de données, dans nos études, c'est que les réformes qui ont été appliquées en Europe, lorsqu'on regarde quel est le taux de remplacement moyen des gens qui partent à la retraite en 2010 versus ce qu'on peut projeter avec les réformes qui ont été effectuées, des gens qui partiront à la retraite en 2060 dans les pays européens, on observe que ça a réduit
le taux de remplacement des gens qui vont partir dans le futur. On a observé entre 1981 et 2008, en Amérique latine, il y a 11 pays qui ont ce qu'on appelle, qui ont privatisé leur système de retraite. Tout le monde connaît l'exemple du Chili qui, en 1981, a transformé leur régime en régime à cotisation déterminée. Il y en a plusieurs qui ont suivi l'exemple. Je vous dis, il y en a 11 en Amérique latine. Il y en a eu plusieurs aussi en Europe de l'Est et en Europe centrale à la fin des années 90, au début des années 2000. Et tout ça était dans le but. Ils ont converti dans des régimes à cotisation déterminée, où on a vu aussi, par exemple, en Suède, dans des cotisations déterminées notionnelles, quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre, dans le but principalement de contrôler les coûts des régimes. Mais ce qu'on a observé, c'est dans ces régimes à cotisation déterminée ou cotisation déterminée notionnelle, ce que ça fait, c'est que ça individualise les risques, ça réduit, voire élimine la capacité redistributive qu'on a dans les régimes à prestations déterminées. Ça comporte des coûts de transition importants dans le cas des régimes à cotisation déterminée. Et ce qu'on a observé au Chili ou dans d'autres pays, ça a nécessité l'introduction de rente minimale parce que tout simplement, ce type de régime-là, ça ne peut garantir la sécurité du revenu de vieillesse, principalement pour les travailleurs à faible revenu ou qui ont des carrières atypiques avec des bris dans leur carrière. C'est pour ça qu'il y a la nécessité d'introduction de rente minimale. Il y a certains pays qui avaient converti, qui envisagent maintenant ou qui ont déjà regardé des moyens de revenir à des régimes à prestations déterminées. Le Chili a été le premier à le faire en 2008 pour garantir certains des minimums de revenus aux gens à plus faible revenu. L'Argentine l'a fait, la Bolivie, l'Uruguay. De ce côté-ci de l'océan, on a la Hongrie, le Kazakhstan, la Pologne, la Russie, la Slovaquie, la Lituanie. Ce sont tous des pays qui ont fait des choses pour corriger un peu les aspects négatifs de la privatisation qu'ils avaient entrepris. L'Égypte, en 2011, avait introduit une loi pour convertir eux aussi en régime à cotisation déterminée. Et cette loi-là n'a jamais été mise en vigueur et ils sont en train de regarder d'autres avenues. Tout ça, finalement, c'est souvent parti de peut-être de décisions basées sur des bilans financiers qui ne reflétaient peut-être pas la bonne façon de regarder l'équilibre financier des régimes d'assurance sociale ou des régimes de retraite sociale. Une mauvaise divulgation, ça peut amener à de mauvaises décisions sur l'avenir de ces régimes-là. Si on parle de nouveautés en termes de divulgation, le Fonds monétaire international a publié en 2014 leur manuel de statistiques sur les finances publiques qui devrait s'appliquer à compter de 2017. Il y a aussi le International Public Sector Accounting Standard Board, IPSAS-B, qui a publié à l'été dernier un document de consultation sur la comptabilisation et l'évaluation des avantages sociaux. En fait, ces deux documents-là suggèrent qu'on devrait divulguer ou comptabiliser le bilan des régimes comme le régime de pension du Canada ou le régime de rente du Québec d'une façon similaire aux régimes qui sont pleinement capitalisés. En fait, si on regarde le régime de système canadien, c'est un système qu'on compare souvent à une maison à 3 étages avec la fondation qui représente le régime universel, PSV, supplément de revenu garanti, qui lui est financé totalement par répartition. Le deuxième étage, qui est le régime contributif obligatoire, régime de pension du Canada, RQ, qui lui est partiellement capitalisé. Et le troisième étage, qui est composé de régimes volontaires, les régimes d'employeurs et les REER, qui sont pleinement capitalisés. Et ces trois façons de capitaliser ou de financer des régimes de retraite, il y a une loi qui est universelle. Dans tous les cas, il y a des engagements qui sont pris. Et pour rencontrer ces engagements-là, on doit avoir des actifs. Dans le cas d'un régime qui est pleinement capitalisé, on parle d'un actif qu'on appelle du capital financier. Les sources de rendement du capital financier proviennent, vous les connaissez, des actions, des obligations, des revenus provenant d'immeubles, des placements non traditionnels, des produits complexes. Quand on parle d'un régime totalement par répartition, comme la pension de sécurité de vieillesse, les engagements ils sont rencontrés par un actif qui n'est pas un capital financier, mais qui est le capital humain. Les sources de revenus ou de rendement du capital humain,
En fait, ce sont les naissances, les travailleurs, la migration et la productivité. Lorsqu'on a un système mixte ou partiellement capitalisé, comme le RRQ ou le RPC, ben là, l'actif est composé d'une petite partie qui est un capital financier et une plus grande partie qui est ce que j'appelle le capital humain. Donc, on ne peut pas regarder l'équilibre financier ou la situation financière d'un régime partiellement capitalisé de la même façon ou par répartition, de la même façon qu'on regarde un régime pleinement capitalisé. Donc, ce que l'on dit au BIT, ce qu'on essaie de faire comprendre aux différents organismes statistiques et comptables, c'est que le bilan des régimes de retraite devrait refléter l'approche de financement. C'est le facteur déterminant. Lorsqu'il y a un déficit, l'entente de partage des coûts va en attribuer la responsabilité aux parties prenantes concernées. Et ces principes-là devraient également être appliqués dans la façon de déterminer la dette du gouvernement relative au régime de rente. Il y a 3 principales méthodologies qui sont regardées pour regarder le bilan d'un régime de retraite. La première, colonne de gauche, groupe fermé, sans accumulation. Je m'excuse, André, avant futures. que vous n'expliquiez ces colonnes, j'interviens grossièrement, Oui. brutalement, Oui. cavalièrement, pour Oui. vous demander de considérer la conclusion, s'il vous plaît. Oui, parfait. Oui, parfait. Je vais tout de suite sauter à l'acétate, cet acétate-ci qui montre le bilan du régime de pension du Canada lorsqu'on le regarde d'une façon groupe fermé, comme certains voudraient que ce soit fait pour dire que le régime n'est que capitalisé, très peu capitalisé, et faire paniquer la population sur l'état du régime. En fait, si on le regarde comme un régime privé, il serait capitalisé à 17 %. Lorsqu'on regarde pour seulement les participants actuels, leur cotisation future et ce qu'ils vont accumuler, on en est maintenant capitalisé à 63 %. Mais si on regarde la façon dont il devrait être regardé, c'est-à-dire les nouveaux participants qui vont entrer dans le futur et qui vont cotiser au régime, bien, ce régime-là est en parfait équilibre financier avec un ratio de 99,6 %. C'est également la façon dont les responsables des comptes publics au Canada regardent la situation. Ils indiquent la situation financière selon les 2 méthodes, groupe ouvert, groupe fermé, mais ils disent que pour en évaluer l'équilibre financier, c'est la méthode de groupe ouvert qui devrait être utilisée. Donc, je vous remercie. Alors, en fait, peut-être faire une conclusion, c'est pour attacher un peu ce que Emmanuel vous a présenté, ce que je vous ai présenté, c'est que le droit à la retraite décente, c'est un droit humain. Et il faut quand même s'assurer que les régimes qui sont mis en place peuvent être soutenables financièrement et être pérennes à long terme. Mais pour le faire, il faut le regarder d'une bonne façon en divulguant la situation financière de ce régime-là de la façon appropriée. Merci. Merci. Emmanuel André, mille merci pour cette intervention. La disposition de la salle et le décollage un peu tardif de l'événement, compte tenu des flocons, ne nous permettront pas de prendre des questions. Toutefois, je rassure tout le monde, et votre présentation et votre série d'acétates seront rapidement mises en ligne. Alors, encore une fois, mille merci. Merci à l'équipe technique de Genève. Bon week-end à vous. Votre adresse courriel, je vous en informe, est dans la liste des notes biographiques de la pochette de conférence. Alors, à bon entendeur, salut. Merci, bon week-end et profitez bien du printemps. Merci. Merci, Lucie. Bonne suite des travaux et on attend avec impatience les notes ou les... Je ne sais pas si vous aurez une conclusion de cette journée, mais si vous en avez, il nous fera grand plaisir de les recevoir. Merci, Emmanuel. Bon week-end.